De retour ici à l'amphithéâtre de l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier pour cette première journée du Monde Nouveau, cette journée climat et sciences et climat. Alors on ouvre notre première table ronde avec nos invités. Table ronde consacrée à l'aide à la décision, les chercheurs, collectivités, entreprises au cœur de l'action climatique. Le champ est très large. Je rappelle également le principe, c'est que ceux ou celles qui sont à distance, vous pouvez réagir et poser vos questions, puisque tous nos invités tout au long de la journée seront amenés à vous répondre. Donc n'hésitez pas à commenter et réagir sur les réseaux sociaux également, et ici également dans l'amphithéâtre où le public commence à arriver. Alors première table ronde, et je vais vous présenter nos 5 invités qui nous ont rejoints. On les remercie surtout. Je vais saluer Agnès Langevin, bonjour, vice-présidente de la région Occitanie en charge de toutes les questions environnementales. Merci d'être là. Bonjour. Catherine Jandel, on ne vous présente plus, vous étiez tout à l'heure dans l'introduction, mais je vais quand même rappeler votre titre, océanologue, chimiste, directrice de recherche au CNRS, au laboratoire d'études en géophysique océanographique spatiale. Voilà, merci également de venir ici pour nous éclairer. On est également avec François Chollet, bonjour. Bonjour. Vice-président chargé de l'écologie, du développement durable et la transition énergétique à la métropole de Toulouse. Également avec nous, et on le remercie, Florence Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la Green Mission du laboratoire Pierre Fabre. On verra avec vous, effectivement, comment les entrepreneurs, les entreprises, l'industrie, quelle qu'elle soit, se met maintenant dans les pas de la lutte contre le réchauffement climatique. Et enfin, je salue Patrick Josse, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la climatologie et des services climatiques à Météo France. Alors, je vais commencer avec vous, Patrick Josse, parce que l'actualité récente nous a rappelé ô combien les phénomènes climatiques que l'on n'imaginait pas vraiment tout de suite étaient déjà là. Il y a 48 heures, un petit peu plus maintenant, le Gard subissait ce qui a été qualifié par Météo France, par vos services, je crois bien, d'un phénomène orageux monstrueux. Oui, je crois c'est bien ça. C'est le terme qui a été utilisé. Attendez, je ne sais pas si on vous entend bien. Est-ce qu'on peut me faire signe que votre micro est bien ouvert? Oui, c'est bon. Allez-y. Oui, effectivement, c'est le terme qui a été utilisé et qui était tout à fait justifié. Alors, cette actualité de ces derniers jours donne évidemment une illustration particulière à cette multiplication et intensification des phénomènes extrêmes, des phénomènes météorologiques extrêmes sur lesquels les scientifiques alertent depuis longtemps maintenant. Alors, il ne s'agit pas de dire que ces orages sont la conséquence directe et unique du réchauffement climatique, mais c'est vraiment une multiplication et une intensification qui sont d'ores et déjà mesurables. Alors, c'est une illustration du fait que le changement climatique est déjà là, tout simplement. Dans le dernier rapport du GIEC publié cet été, alors il ne s'agit pas d'en faire un résumé en quelques minutes, mais il y a plusieurs points quand même assez marquants. Le premier qui est une réaffirmation de ce qu'il y avait malheureusement déjà dans les rapports précédents, qui est que le réchauffement connu depuis ces 50 dernières années sur la Terre est absolument sans précédent depuis au moins 2000 ans. Alors très concrètement, et peut-être plus concrètement, j'ai envie de dire chez nous, sur notre territoire, et c'est ce qu'on constate dans nos mesures, dans ce qu'on monitore au niveau de la météo au jour le jour, les records sont battus de plus en plus souvent. 9 des 10 années les plus chaudes et 8 des 10 étés les plus chauds depuis 1900 se sont produits ces 20 dernières années. Sur les phénomènes extrêmes, on a la même tendance, la même mesure, en particulier sur les canicules, c'est absolument frappant. Alors, donc le changement climatique est déjà là, et de façon concrète également, et c'est, je crois, un des éléments un petit peu nouveaux dans le dernier rapport. Les scientifiques sont maintenant en mesure d'en attribuer la part qui est liée à l'activité humaine de façon objective, à partir de méthodes statistiques maintenant robustes. Et sur ce réchauffement global, par exemple, le résultat, il est simple, c'est quasiment la totalité du réchauffement planétaire à quelques centièmes de degré qu'on peut justifier par l'activité humaine. Ce réchauffement, malheureusement, il s'accélère. Et c'est aussi un deuxième message très fort dans le dernier rapport. Et on sait maintenant qu'en 2050, dans tous les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, à partir de maintenant, on aura une température moyenne sur le globe plus élevée que ce qu'on connaît aujourd'hui.
ça, c'est ce que les données du GIEC, du 6e rapport, on y reviendra tout à l'heure aussi, également à travers différents prismes aussi, de vous les scientifiques, mais ce que vous constatez en tous les cas, vous, à Météo France aujourd'hui, c'est que le mouvement est en accélération, c'est une certitude, et il est lié essentiellement à l'activité humaine. Voilà, absolument, c'est quelque chose. Alors, je dirais, à Météo France, on a à la fois l'activité de météorologique, de suivi, de prévision du temps, la vigilance. Donc, on a évidemment une attention toute particulière sur ces phénomènes extrêmes impactants pour la société, pour les populations. Et on contribue aussi aux travaux scientifiques aux échelles climatiques, en particulier sur les mêmes phénomènes et à ces études d'attribution dont je parlais tout à l'heure. Et on a pu montrer en lien avec d'autres laboratoires, par exemple à Toulouse et en France et en Europe, que des canicules, alors c'était moins le cas cet été, mais en 2019 et en 2020, n'auraient pas eu la même intensité et pour certaines d'entre elles, n'auraient simplement pas pu se produire dans un climat non réchauffé. Alors, je vais distribuer la parole, toujours sur le constat. Je vais passer la parole maintenant, le micro à Catherine Jandel. Vous aussi, donc, le constat sur la partie océan, vous êtes inquiète. Est-ce que quand vous avez lu le rapport du GIEC, en tous les cas quand il a été publié, vous avez ressenti quoi? Vous vous êtes dit quoi quand on voit aujourd'hui où on en est? 6e rapport, je rappelle. Le 6e, le dernier, je n'ai pas été vraiment surprise. Parce que quand même, dans le métier qu'on fait, on suit les affaires, pas au jour le jour, mais quasiment. Maintenant, le fait qu'on est là... Déjà, ce qui est très important dans le 6e, c'est qu'il n'y a plus de débat, on est la certitude. Il n'y a plus la petite barre d'erreur qui disait, il y a encore dans le 5e, 95% de chances pour que ce soit l'activité humaine qui soit responsable du réchauffement climatique. Là, c'est... acquis certains, mais je pense que Christophe Cassou, qui est dans la salle, saura encore mieux en parler que moi. Les océans, c'est quand même les 3/4 de la surface de la planète, et les océans, c'est 50% de l'oxygène dont nous disposons pour respirer. C'est-à-dire la végétation terrestre, on parle du poumon de l'Amazone, il faut aussi parler du poumon des océans. Et les océans aujourd'hui, j'essaie toujours, quand j'en parle, de dire vous allez à la plage, vous n'avez plus pied à partir de 2 mètres à peu près, mais en fait c'est une immensité d'eau qui est extrêmement importante pour notre survie, nous l'humanité. D'une part ce poumon, d'autre part c'est une ressource et c'est un régulateur de notre climat. Avec le réchauffement climatique, c'est-à-dire la perturbation qu'on induit, nous, l'activité humaine à l'atmosphère, on réchauffe l'océan, puisqu'on réchauffe l'atmosphère, il y a des échanges permanents entre l'atmosphère et les océans. Et on réchauffe l'océan, et ce qu'il faut comprendre, et c'est assez facile à comprendre, l'ensemble de l'atmosphère est réchauffée, mais la surface de la Terre, la surface du sol dur, est beaucoup moins capable d'encaisser cette énergie en trop que les eaux marines. Les eaux marines, en fait, c'est plus facile de chauffer de l'eau que de chauffer la Terre. La Terre, la nuit, elle va se refroidir beaucoup plus vite que l'eau. Donc l'eau, elle encaisse cette énergie. Elle encaisse plus de 90% de l'énergie en excès émise par l'humanité. Qu'est-ce qui se passe? Elle se réchauffe, elle encaisse, elle se réchauffe, et ce réchauffement induit des changements de circulation. On en mesure déjà en Méditerranée, on est extrêmement inquiet sur ce qui se passe au niveau des pôles, et on surveille de très très près le fameux courant marin, le Gulf Stream, qui nous amène un climat plus tempéré sur les côtes occidentales de l'Europe. Donc cette circulation océanique, elle est mise en danger par le réchauffement. L'autre chose qu'induit le réchauffement, et Marie-France Bailey en a parlé, c'est la montée du niveau des mers. Parce que cette eau, elle se dilate. Tout corps qui est réchauffé, il se dilate. Elle se dilate et elle reçoit en outre les produits de la fonte des glaces qui sont stockés dans les continents. Les glaciers, alpins, himalayens, etc., qui fondent à vue d'œil. Et malheureusement, d'ailleurs, ça va très très vite. Et aussi la calotte glaciaire du Groenland, une partie de la calotte glaciaire de l'Antarctique aujourd'hui. Et lorsque ces eaux qui étaient figées sur Terre arrivent en mer, ça contribue à la montée du niveau de la mer. C'est quelque chose qui est mesuré à Toulouse, la montée du niveau de la mer, plus précisément dans mon laboratoire. Et elle est déjà montée au siècle dernier de 17 cm, et elle est en train de s'accélérer, cette montée du niveau de la mer. C'est 3,4 mm par an aujourd'hui. Faites le calcul, ça peut aller vite. Alors les modèles varient, il y a bien sûr une barre d'erreur, mais on estime qu'à la fin du siècle,
le niveau de la mer aura monté d'au moins 80 cm. Et une dernière chose, alors cette chaleur, toujours, ça va générer des eaux de surface légères qui vont faire barrière à l'échange de gaz et qui contribuent à la désoxygénation de l'océan. Les poissons, tous les organismes animaux vont dépendre de cet oxygène à l'intérieur de la mer. Donc la désoxygénation, c'est aussi une question très critique sur laquelle se penchent les chercheurs. Et pour finir, là j'ai toujours cet exemple, si je prends ce verre d'eau et que je mets du gaz carbonique dedans, je l'acidifie légèrement. Si vous acidifiez donc le gaz carbonique d'origine humaine qui pénètre à la surface de la mer, il acidifie légèrement les eaux de surface. Ça paraît anodin parce que le pH de l'eau de mer, c'est 8,1. Alors on l'acidifie un tout petit peu. En fait, depuis 1850, l'acidité de l'océan a augmenté de l'ordre de 30% dans les eaux de surface. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut détartrer une cafetière? On met du vinaigre ou une vitre blanche. L'acidification, ça gêne et ça détruit, en fait, ça détruit le calcaire, et donc ça gêne les organismes qui se développent en surface de la mer et qui construisent une coquille calcaire. Et ce sont des organismes, des petites algues, ce que l'on appelle le phytoplancton, les coraux, et des espèces comme des petits escargots qui servent d'alimentation, par exemple, aux baleines et à d'autres organismes, d'autres animaux dans l'océan austral ou polaire. Et puis aussi les huîtres et les moules. Donc, en fait, on est tous touchés par cette acidification puisque ça met en danger une partie de la ressource et pas n'importe laquelle, puisque en ce qui concerne les algues, c'est le début de la chaîne trophique. Donc on a tout un paysage de dégradation globale de l'océan. Il chauffe, il monte le niveau de la mer, acidification, désoxygénation, qui est quand même pas très, très, très encourageant. Il est plus qu'urgent d'intégrer dans la réflexion l'océan, et tant qu'on va à la plage et qu'on n'a pas pied, mais en fait derrière il y a une immensité qui est en train de souffrir, et j'ai pas parlé des pollutions, j'ai pas parlé des plastiques qui sont encore tout un autre sujet, mais qui n'est pas du tout anodin, pour la biodiversité en particulier. Voilà, je suis désolée de faire ce paysage, mais en fait c'est l'état de la mer, c'est ça aujourd'hui, elle est surveillée, mais on enclenche des mécanismes sur lesquels on ne pourra pas agir et sur lesquels on ne peut déjà plus agir. Donc il faut vraiment d'urgence, mais d'urgence, laisser le carbone là où il est, c'est-à-dire dans le sol. Alors on va continuer justement, Catherine Jandel, Patrick Josse, je continue avec vous et après on se tournera vers, on va dire, ceux qui agissent, mais se tourne aussi vers vous, Patrick Josse, c'est le thématique de cette table ronde pour Météo France. Comment vous aider à la prise de décision, qu'elle soit politique, qu'elle soit publique, qu'elle soit institutionnelle? Comment vous travaillez? Je poserai exactement la même question à vous, Catherine Jandel, et ensuite on verra concrètement quels sont les freins, les leviers, les accélérateurs au niveau des institutionnels. Patrick Josse. Merci. Alors, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que l'information scientifique, alors le rapport du GIEC en est la parfaite illustration, dans toute sa rigueur, son excellence, et tout est fait pour avoir quelque chose d'absolument inattaquable. Il reste un maillon pour en faire une aide à la décision efficace et qui remplisse son rôle. Alors, aide à la décision, ça peut être la décision de se lancer dans l'action climatique, action d'atténuation ou d'adaptation, donc, si vous me permettez l'expression, la décision d'y aller. Et puis, aide à la décision dans les choix, les différents choix qu'il y a à faire parmi différentes stratégies possibles. Et ça, c'est un champ pour un concept qui a émergé il y a quelques dizaines d'années maintenant, qu'on appelle les services climatiques. C'est l'apanage de personnes, surtout pas de Météo France et des services météorologiques. Il y a plein d'acteurs. Les scientifiques sont aussi des acteurs de cette démarche. Et je peux peut-être illustrer ça par un exemple. Une information sur une élévation de température de quelques dixièmes de degré dans quelques décennies, ça peut être assez abstrait finalement. Bon. Pour rendre les choses utiles et directement perceptibles et interprétables, il faut réussir à mettre cette information dans le contexte de la personne qu'on vise, de l'utilisateur. Ouais. Ça peut être des acteurs institutionnels dans le cadre de l'appui aux politiques publiques ou des acteurs économiques, et ça a été dit en introduction. Donc, il faut mettre l'information dans le référentiel géographique tout d'abord. Ça peut sembler tout bête, mais beaucoup de décisions, en particulier pour l'adaptation au changement climatique, se prennent à l'échelle des territoires. Donc on est vraiment sur des choses locales. Dans le référentiel temporel, ces perspectives qui peuvent être
alors lointaines, même si elles se rapprochent, hein, on a bien dit qu'on était au pied du mur, les mettre en perspective par rapport à des choses que nous avons vécues ou que nous vivons. Ça peut être les évolutions sur les dernières décennies ou les événements tels que ceux qu'on a évoqués en introduction sur le Gard il y a quelques jours. Et puis dans le référentiel des préoccupations, des activités, des spécificités de chaque acteur. Ça va être des seuils d'intérêt qui ne vont pas être les mêmes pour tel ou tel acteur économique, des paramètres météo qui ne vont pas impacter de la même manière. Donc il y a ce travail qui va consister, par exemple, pour prendre un exemple dans l'agriculture, à convertir une information sur de l'élévation de température, qui peut être encore une fois assez abstraite, assez haut niveau, en une évolution de date de mise à l'herbe des troupeaux, tout simplement. Là, il n'y a presque pas de réelle valeur ajoutée scientifique pointue. On travaille directement avec ce qui sort des projections climatiques, mais on le raffine, on l'adapte, on le traduit pour aider à de la prise de décision concrète et avoir des choses qui parlent aux différents acteurs. Même question pour vous, Catherine Jandel, évidemment. Oui, merci. Je rejoins beaucoup le diagnostic de notre collègue. J'ai fait par exemple une description. On vient de faire à nous deux une description du réchauffement climatique, l'état de l'océan, etc. Comment ce message se transforme-t-il en décision politique? C'est extrêmement complexe. Mais une chose importante, enfin à mes yeux, c'est de ne plus considérer qu'il y a une catégorie de la population qui sait et l'autre qui va décider ou subir. Parce qu'il y a aussi toute cette question. Et moi, je pense qu'effectivement, la contextualisation pour chacun dans sa vie est importante. Et du coup, une décision ne peut pas se faire sans que l'on prenne en compte, bien sûr, ce que l'on appelle le bas bruit et qui a sauté aux yeux au moment des Gilets jaunes. On dit on va augmenter la taxe carbone. C'est tellement facile de rendre le carbone plus cher, il restera dans le sol puisqu'il sera plus cher. En fait, ça ne marche pas comme ça. Et surtout, c'était sans se rendre compte qu'il y avait toute une population qui vit assez loin des centres-villes, pas desservie par les transports en commun, qui a besoin de la voiture tous les jours pour aller travailler pour des questions au départ de salaire, et qui ne sont pas des gens qui ne gagnent pas d'argent, mais qui n'en gagnent pas assez, qui se retrouvent la corde au cou avec cette histoire d'augmentation du prix du carbone. Donc faire lien entre une société qui est au quotidien, qui vit, et prendre en compte tous les gens qui auscultent cette société dans le travail et du chercheur et de la décision. Donc mettre en place ce chaînon manquant, c'est à la fois au niveau des recherches, et je l'ai effleuré dans mon introduction, se mettre tous ensemble pour traiter une question et non plus développer un produit d'ingénierie hyper techno sans avoir fait extrêmement attention à la ressource, travailler sur l'acceptation de cette hyper-technologie auprès de la société, travailler sur la question du besoin, travailler sur la question du bonheur, travailler sur la question de l'acceptation de la consommation, etc. Toutes ces questions-là nécessitent de faire lien et de rentrer dans une société qui dialogue beaucoup plus. Et donc, si on doit mettre en place des comités de réflexion, la Convention citoyenne a été là pour montrer à quel point elle pouvait, en partant de personnes tirées au sort, générer des idées, des suggestions, des choses auxquelles les 150, ils adhéraient à la fin alors qu'ils n'étaient pas du tout spécialistes de la question. Donc je pense vraiment qu'il faut qu'on fasse vraiment attention à ça. Notre société ne peut pas se permettre de dire « demain on va changer de société » sans prendre en compte le fait que c'est une société. Et c'est une société complexe et multiple, avec des territoires aussi qui sont bien différents les uns des autres. Alors, on va faire circuler la parole. Toujours, c'est cette thématique. Je donne le micro maintenant à Agnès Langevin, vice-présidente de la région Occitanie, et ensuite monsieur François Chollet pour la partie Toulouse Métropole, sur la décision et la complexité de la décision. Alors, à l'échelle de la région Occitanie, on ne peut pas prendre... on a une région multiple déjà sur le plan géographique et le plan du climat aussi nous le montre bien, Agnès Langevin. Donc les décisions sont forcément complexes. Oui, elles sont complexes et elles sont, comme l'indiquait Catherine Jandel, elles se prennent dans la co-construction et dans la concertation. Ça, c'est un point évidemment fondamental pour travailler ce qu'on appelle la question de l'acceptation, de l'adhésion. Il faut qu'on embarque au regard de l'urgence climatique et l'urgence à agir qui a été pointée par le dernier rapport du GIEC. Il faut qu'on trouve tous ces leviers
des sciences, alors je sais qu'on dit plus dures, hein, mais des sciences jusque, comment on dit ? Sciences techniques maintenant. Et donc les sciences humaines aussi, hein, pour que effectivement on partage du sens, on partage un objectif commun, et puis chacun prenant sa part. Vous avez cité Marie-France le colibri, mais il faut qu'on puisse dialoguer et mettre les outils à portée de chacun pour agir et prendre les bonnes décisions. Ça suppose que effectivement on change d'échelle, et c'est là aussi le rapport du GIEC nous indique que la prise de décision, hein, le temps de l'action est très resserré, et finalement pour nous c'est le mandat de l'action, hein, puisque nous avons 5-6 ans maximum pour prendre des décisions qui, nous l'espérons, même si ça paraît un peu compliqué aujourd'hui, limiter la hausse des températures à 1,5. Donc on voit bien qu'il faut à la fois changer d'échelle et mieux outiller et les collectivités et tous les acteurs, y compris le monde de l'entreprise, bien sûr. Et puis, il faut travailler ces zones de friction, ces zones de tension, de conflit. On le voit entre la ressource, le foncier agricole, par exemple, les énergies renouvelables, l'éolien. Mais tout ça, ça se fait dans des espaces de concertation et donc dans le territoire. Même si, évidemment, on s'inscrit dans des feuilles de route nationales, européennes et planétaires, il faut que cette transition écologique, elle soit bien ancrée dans les territoires, portée par les territoires pour effectivement pouvoir l'accélérer. Moi, j'ai été très frappée par l'étude Kantar, donc, qui a été présentée il y a 2-3 jours, hein, sur comment notre jeunesse appréhendait le changement climatique. C'est quand même 79% des jeunes qui sont angoissés, anxieux par ce réchauffement climatique, 59% qui pensent que de toute façon c'est foutu. Et puis, vous avez 39% des jeunes aussi qui remettent en question, en tout cas qui s'interrogent sur leur avenir, et en particulier celui d'avoir ou non des enfants. Donc c'est quand même un point, je trouve, assez triste finalement de ce que nous traversons aujourd'hui. Et cette étude, elle est aussi intéressante parce que plus ils perçoivent finalement soit l'inaction, soit l'incapacité des décideurs publics et privés à agir, plus cette anxiété augmente. Donc on voit bien qu'on est au pied, alors ça fait longtemps qu'on dit qu'on est au pied du mur, mais là le temps de l'action, l'urgence est là, et même si on a, et c'est le cas avec la présidente Carole Delga, un cap déjà tracé depuis le dernier mandat, voilà, la question de l'outillage, des moyens mobilisés, de notre capacité à embarquer donc la société, tu le disais Catherine avec nous, voilà, c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident. Voilà, il faut garder évidemment la dynamique, l'espoir, l'enthousiasme. Ça, c'est très important, je pense aussi, l'enthousiasme. Mais voilà, c'est quelque chose de complexe et on n'est pas habitué à penser la complexité. Alors, vous allez répondre dans un instant également sur la question de l'aide de la science dans vos prises de décision, comment ça se co-construit, comment vous vous appuyez pour arriver à, on va dire, une forme d'acceptation aussi hein, de la part des populations. Même question donc à François Chollet. Je rappelle que vous êtes vice-président chargé de l'écologie, de développement durable, transition énergétique à Toulouse Métropole. C'est la complexité à l'échelle d'un territoire à chaque fois, cette question de comment j'agis pour lutter contre le dérèglement climatique. Vous diriez la même chose, François Chollet ? Oui, globalement, je vais effectivement aller dans le même sens. Simplement, c'est vrai que vous disiez que c'est le mandat de l'action. C'est vrai que l'action ne débute pas à ce mandat, mais c'est clair que l'ensemble des politiques publiques sont en train de s'infléchir. Quelle que soit la collectivité, quel que soit le bord politique, nous sommes à un moment où l'on voit d'une manière un peu générale changer, ou en tout cas s'affirmer très clairement au sein des engagements, au sein des budgets, un changement des politiques publiques. Et ça veut dire qu'en interne, dans une collectivité, chacune des directions, le mode de fonctionnement, si vous voulez, est interrogé. Ça veut dire que la transversalité, qui est le propre de cette dimension de la transition écologique, doit être appliquée dans nos institutions.
Et ça, c'est un vrai challenge pour nous en interne. Ça veut dire, pardonnez-moi, qu'il y a un changement d'approche. Oui, je pense de tous les services qui vient de l'intérieur ou de ce qui arrive de l'extérieur. En tout cas, effectivement, il y a un enjeu de fonctionnement interne qui est un enjeu qui est propre à la dimension du moment. C'est pas, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui date d'hier, mais je trouve que l'actualité présente permet d'accélérer ce changement. Et tout le monde en bénéficie. En clair, on travaille plus par projet que par direction. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que très clairement, nous avons besoin du monde scientifique et industriel pour suivre les politiques publiques. Et c'est un enjeu qui est extrêmement fort que celui de suivre les politiques publiques. Je prends un exemple. Nous avons un plan de végétalisation de la ville et de la métropole important, ambitieux. Alors on peut compter les arbres. Il y a des petits, des moyens, des grands. Il y a des arbustes, il y a de l'herbe, il y a des massifs de fleurs. Quelle est la méthodologie que l'on déploie pour accompagner et vérifier que cette végétalisation est bien effective? On voit la canopée, etc. Donc là, il y a une vraie question de méthode très concrète, très pratique, que nous sommes en train d'aborder, avec, d'ailleurs, il ne faut pas dire que rien n'existe, au contraire, les scientifiques ont déjà développé des choses, mais qui a besoin d'être affiné et qui a besoin d'être mis en perspective pour le citoyen. Alors, juste parce que je vais rebondir sur des faits d'actualité également, on le voit aujourd'hui, le débat autour par exemple, des 30 km/h en ville, bien ou pas bien. Comment on fait, comment vous faites, comment les scientifiques vous aident pour faire passer une mesure comme celle-là, qui visiblement se répand dans les villes aujourd'hui et qui, enfin, à tort ou à raison, hein, c'est pas moi de juger, mais a du mal à être acceptée ou n'est pas comprise. C'est un autre défi. Non, je crois que, alors ça c'est un cadre plus général qui est celui dont vous l'avez évoqué, c'est comment on embarque un peu tout le monde là-dessus. Moi, je vais vous donner un exemple aussi très, très personnel et très, très clair. Nous allons mettre en place une zone à faible émission très prochainement, dans les jours qui viennent, sur cette métropole, c'est-à-dire c'est ce périmètre urbain au sein duquel les véhicules les plus polluants ne pourront pas pénétrer. Nous avons fait 2 concertations, à un an d'intervalle, 2 processus de concertation. Et le sentiment que l'on a, c'est que certes, ça a été positif, on a recueilli des avis, on a recueilli des idées, on a infléchi d'ailleurs les décisions et les arbitrages qui ont été pris et qui seront pris, mais le sentiment que l'on a, c'est quand même un sentiment d'incomplétude, c'est-à-dire que est-ce qu'on a touché tout le monde? Sûrement pas, et les messages que je reçois me prouvent que ce n'est pas le cas. Et quelle est la méthode derrière que l'on peut déployer pour préserver à la fois la capacité de décision, mais aussi cette capacité de partage de l'information et d'incitation à l'adhésion. Donc c'est une question qui reste posée. Moi, je n'ai pas de réponse parfaite. Il y en a des méthodes de concertation participative qui se sont développées. Je pense que là aussi, en matière d'innovation, en matière de sciences humaines et sociales, je crois que les réflexions nous sommes preneurs de réflexions là-dessus. Alors, je reviens vers vous, Agnès Langevin. Ces notions d'acceptation, ce degré, on va dire, de facilitation quelque part du terrain pour mettre en place des politiques pour protéger le climat, comment vous vous y prenez, comment la région s'appuie autour de ça, et quels sont aussi les dangers finalement de l'exercice, parce que des fois ils peuvent opposer 2 camps, l'un face à l'autre, et parfois malheureusement irréconciliables sur certains sujets. Alors, on en a des dossiers en région, donc c'est pour ça que je vous pose la question. On a pas mal, oui. Pendant le confinement, la présidente Carole Delga a maintenu donc un projet que nous avions engagé, qui était la tenue d'une convention citoyenne aussi pour l'Occitanie. Et là, moi, j'ai été quand même assez frappée de constater que la même méthode à peu près que la Convention nationale, tirage au sort, éclairage, donc formation, sensibilisation,
appropriation des enjeux. Et j'ai trouvé que cette intelligence collective, elle était finalement plus rapide, plus consensuelle, en tout cas avec un accompagnement méthodologique. Les consensus et les pistes d'action se sont dégagées relativement vite, et parfois beaucoup plus vite que dans des assemblées délibérantes d'ailleurs. Et donc je pense que cette intelligence collective avec de la méthodologie, elle se mobilise et elle produit, elle est efficace. Après, c'est de l'engagement politique, c'est-à-dire qu'il faut tenir ses engagements, ce qui n'a pas été le cas dans la Convention citoyenne nationale, et donc la loi climat et résilience a encore quelques zones blanches, pour le dire comme ça. Donc ça, c'est l'engagement politique. Après, effectivement, les limites de l'exercice, mais toutes les limites sont aussi là pour être franchies aussi, c'est que il y a des collectifs, il y a des lobbies aussi qui sont mieux organisés, qui sont plus puissants, qui savent mieux s'exprimer dans les médias. Et donc, parfois, ce qu'on appelle aussi des invisibles ou des bas bruits ou des signaux faibles, oui, on les prend mal ou pas assez en compte. Voilà, donc il faut être très, très vigilant par rapport à ça. Ensuite, on a nous croyons beaucoup à cette écologie du faire, de l'action, des solutions. C'est la raison pour laquelle nous avons donc soutenu le RECO, qui regroupe plusieurs scientifiques, qui là finalise un cahier blanc en Occitanie autour du climat, avec ces deux volets, l'apport scientifique, mais aussi des solutions très concrètes qui se sont mises en place, qu'elles soient citoyennes, de l'entreprise ou des collectivités, et qui marchent et qui peuvent être dupliquées. Et donc, il y aura une restitution de ce livre blanc le 21 octobre de mémoire, mais ensuite on va partir en tournée, j'ai envie de dire, pour présenter à nos concitoyennes et nos concitoyens donc à la fois l'état le diagnostic scientifique, mais aussi le fait que on peut agir, et on peut agir collectivement. Ça, c'est très important. Allez, je continue de faire tourner la parole parce que c'est important aussi d'entendre la partie du monde de l'industrie pour pouvoir comprendre comment chacun est partie prenante. Florence Guillaume, vous êtes la directrice de Green Mission. C'est une nouvelle entité, j'avais envie de dire, des laboratoires Pierre Fabre. C'est une nouvelle raison d'être du groupe pharmaceutique. Alors, oui et non. Green Mission, alors c'est en fait un département, c'est aussi une dynamique transversale au groupe Pierre Fabre, qui est rattaché directement à notre CEO, Éric Ducournau. Mais à la fois, c'est quelque chose qui était déjà dans les gènes, dans les veines de l'entreprise depuis son origine, puisque M. Pierre Fabre était un passionné de plantes, de nature, donc tout ce profond respect de la nature, il nous l'a inculqué depuis toujours. Donc Green Mission, c'est un département qui couvre à la fois la naturalité, nos cultures de plantes, puisqu'on a 200 hectares en propre, en agriculture biologique dans le Tarn, les filières durables, l'extraction végétale, et également la dimension engagement, éco-socio, responsabilité en fait. Donc c'est à la fois une quarantaine de personnes passionnées par leur métier, qu'elles soient que ces personnes soient agronomes, phytochimistes, spécialistes RSE, engagement collaborateur, etc. Enfin, c'est très large. Et ça embarque toute l'entreprise. Donc ça, c'est très fort. Et qu'est-ce que vous me disiez? En fait, Green Mission... Vous dites ça embarque toute l'entreprise. Oui. Je rebondis sur ce que disait François Chollet il y a un instant. C'est-à-dire, est-ce que ça embarque toute l'entreprise par une volonté, on va être très clair, économique aussi, ou est-ce que ça embarque toute l'entreprise parce qu'on se dit, on est une entreprise à mission aujourd'hui, on ne peut plus rester à côté du sujet, et il en va de notre avenir, parce que vous avez aussi des scientifiques, et dans les laboratoires chez Pierre Fabre, j'imagine que vous avez du monde un peu averti. Oui, alors le positionnement du groupe est très spécifique, c'est médical, naturalité. On a revu la raison d'être récemment, qui est chaque fois que nous prenons soin d'une seule personne, nous rendons le monde meilleur. Chose très très importante, c'est que Pierre Fabre s'est détenu à 86%
par la Fondation Pierre Fabre à but humanitaire, qui est une fondation reconnue et d'utilité publique et qui existe depuis 22 ans, et que l'entreprise aussi, le capital, est détenu à 8,6% par ses salariés. Donc en disant ça, on dit déjà beaucoup de choses sur l'engagement de l'entreprise et le sens pour chacun des salariés de travailler au sein de cette entreprise. Donc montage tout à fait particulier, ancrage territorial, je dirais, enfin, bien sûr chez nous en Occitanie, mais partout dans le monde où nous sommes, puisque c'est 2,3 milliards de chiffre d'affaires et 65% à l'international. Et donc fort engagement, forte action, et pour cela, même depuis l'origine du groupe, on agit. On a, notamment au niveau de la biodiversité, au travers de 2 conservatoires botaniques que nous avons, un dans le Tarn, à côté de Soile, dont fêtons d'ailleurs les 20 ans cette année, et on organise les journées du patrimoine, justement, il est ouvert pendant les journées du patrimoine, samedi et dimanche, et on a un autre arboretum dans le sud de Madagascar, à Ranpiche. On est engagé, entreprise engagée, Act for Nature France et internationale. Donc ça, c'est le volet biodiversité. On réalise des inventaires, je reste dans le concret, des inventaires biodiversité sur nos sites. On est engagé dans une stratégie climat avec Carbone 4 qui nous accompagne. Donc depuis l'année dernière, le comité de direction a validé cette stratégie. Donc ça, c'est un long chemin, puisqu'on sait que c'est dans le pratico-pratique, cette stratégie climat, il faut la mettre en place. Donc c'est agir sur tous les métiers en transversal groupe. On joue sur les achats, sur l'énergie, sur la logistique, sur la mobilité. Donc gros chantier. Et comment vous mesurez ? Comment c'est mesuré au final ? Parce que... Alors, c'est suivi, justement. Nous, on est alignés sur la trajectoire plus 2 degrés, plus 1,5, on s'est dit que c'est déjà perdu, malheureusement. Plus 2 degrés des accords de Paris, donc, pour année de référence 2015. Donc ça veut dire que concrètement, vos actions sont calquées sur ce qui est préconisé. Comment vous faites ? On a tout un plan, en fait, aligné avec cette trajectoire plus 2 degrés qui est mise en place et qui est décliné par métier. Donc c'est là que je vous dis, on rentre en profondeur, en fait, dans le fonctionnement d'entreprise, dans les métiers, pour agir au niveau des achats, puisqu'on agit sur tous les scopes, 1, 2 et 3. Donc au niveau des achats, et là c'est bien la partie la plus difficile, puisque c'est en gros 88% de notre bilan carbone, et les achats, on n'a pas toujours les facteurs de conversion, on ne maîtrise pas tout, mais ça c'est général, c'est pas que propre à l'univers pharmaceutique et dermocosmétique. On agit également sur la logistique, donc là pour essayer d'améliorer justement ce fret que l'on a pour nos marchandises, notamment le fret aval sur lequel on est maître directement. On agit sur l'énergie, donc sur l'énergie nous sommes accompagnés par Greenflex et on améliore la performance énergétique de nos sites. Donc l'idée c'est d'avoir plus d'énergie renouvelable. On a déjà des sites qui utilisent la biomasse, donc le marc de nos plantes extrait à Gaillac est ensuite valorisé en énergie dans notre usine de conditionnement dermocosmétique à Soile. Donc ça, ces expériences-là, on va chercher à les élargir, à les multiplier. Plus de biogaz, plus d'énergie renouvelable, comme je vous le disais. Et donc on a sur l'énergie et sur la mobilité, un plan de mobilité également qui est en place en ce moment. Catherine Jandel, vous voulez réagir ? Ce que je viens d'entendre de façon très, très élogieuse, c'est vraiment impressionnant ce que vous avez mis en place. Les chercheurs font un exercice similaire en ce moment, c'est appelé Labo 1.5, et les labos qui sont le plus en avance sur leur bilan carbone mettent en place des quotas de CO2 par personne à pas dépenser. Donc nos missions, nos congrès, tout est remis à plat aussi. Et c'est des exercices très très intéressants qui sont à la fois individuels et collectifs qui font débat. Non, j'avais une question en fait, plus une question parce qu'en parallèle au même moment que le rapport du GIEC est sorti un rapport de l'Agence internationale de l'énergie et qui a fait beaucoup moins de bruit. Et un petit peu malheureusement... Déjà, le rapport du GIEC n'a pas fait assez de bruit, mais le rapport de l'Agence internationale de l'énergie mérite d'être regardé de très très près, parce que jusqu'à l'année dernière, c'était une agence qui était plutôt sensible, enfin peu encline à défendre les énergies renouvelables. Et dans ce nouveau rapport, il y a une véritable rupture qui est très intéressante. C'est vraiment...
faut fermer tout ce qui est exploitation, charbon, pétrole, le plus rapidement possible. Mais vraiment le plus rapidement possible. Si c'est possible dans l'année, faites-le dans l'année. Donc ça met les gouvernements et les décideurs au pied du mur. Et il complète aussi en disant il faut aussi réfléchir à tout ce qui est engagé éventuellement et qui est très cher énergétiquement, qui détruit et qui morcelle aussi le territoire pour la biodiversité, etc. Donc je voulais savoir en termes politiques, quand on vient de faire campagne, tous, vous avez fait campagne, d'autres ont fait campagne, est-ce qu'il y a des décisions un petit peu douloureuses à prendre et comment vous êtes face à ces décisions à prendre si on prend au pied de la lettre, ce qui serait pas forcément inintéressant en fait, ce rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui dit attention, il y a des choses qui sont énergétiquement très coûteuses et qui sont peut-être pas essentielles aujourd'hui par rapport au réchauffement climatique. Donc c'est vraiment la décision politique quand on a construit un projet et puis quand on se dit ben non, là finalement on va peut-être faire une grosse bêtise. Qu'est-ce qu'on fait? Je trouve que c'est une question. Alors, moi, je on va me faire circuler la parole, Catherine Jandel. Allez-y. Agnès Langevin pour la région Occitanie. Oui, et ensuite je me suis François sentie Chollet. un peu interpellée. Pas que. Oui. Mon voisin aussi, d'ailleurs, connaissant les engagements de Catherine. Nous, sur l'énergie, dès 2016, on a co-construit un scénario, un type scénario négawatt, sur la production d'énergie renouvelable et sur la sobriété et l'efficacité énergétique, avec un objectif qui est finalement assez simple. En tout cas, dans l'objectif, c'est de couvrir l'ensemble de nos consommations d'énergie finale, donc le bâtiment, la mobilité, l'habitat, etc. Les entreprises par de l'énergie renouvelable en Occitanie. Et donc, on a co-construit avec plus d'une centaine d'experts, du citoyen jusqu'aux énergéticiens, cette trajectoire. Voilà, donc la mise en œuvre est très opérationnelle. Voilà, bon, c'est une trajectoire. Ça, c'est pour l'énergie, c'est tracé depuis 2016. Ensuite, sur des projets qui ont pu être pensés avant ou même voilà. Alors il y a deux dimensions en fait. Il y a des projets où la région finalement est maître d'ouvrage, donc ça c'est la décision lui appartient. Mais il y a aussi donc tous les projets des collectivités ou des entreprises qu'on va financer. Et là on a un levier très important qui est la conditionnalité des aides, y compris, et je rejoins ce que vous disiez sur les services climatiques. Voilà, dans cette conditionnalité des aides ou dans les mécaniques de contractualisation avec les territoires, on va aussi ajouter cette brique de services climatiques pour que les décideurs puissent, et ils sont en demande, puissent finalement s'approprier et choisir plutôt telle ou telle infrastructure que telle autre, etc. Après, il y a des projets à réorienter, comme des entreprises à accompagner dans la mutation. Donc ça se fait. C'est plus ou moins douloureux. Il y a des élus plus ou moins engagés. Et c'est là que, à la fois le citoyen, mais aussi les scientifiques, peuvent aussi aider, entre guillemets, les élus, finalement, à faire en sorte qu'on trouve de l'adhésion. Mais ça passe aussi quand on va renoncer à construire telle ou telle route, par exemple, ou passer à 30 km/h, ça veut dire que l'usager, le citoyen, il y trouve du sens et il y trouve un bénéfice sur sa santé, sur son pouvoir d'achat, sur la vision qu'il a du monde. Voilà, donc on voit bien que donc avoir une décision descendante, ça marche pas. Donc, comme vous le disiez, je pense que là, en tout cas, dans la culture politique des élus, mais aussi la culture administrative, la transversalité, voilà, c'est des services administratifs, des techniciens, des ministères qui travaillent en silo, parfois dans la schizophrénie ou en tout cas dans voilà, des injonctions paradoxales, y compris réglementaires. Donc voilà, il va falloir ouvrir les fenêtres. François Chollet, sur la question de Catherine Jandel, c'est-à-dire comment prendre des décisions douloureuses, en fait. Si vous voulez, je ne sais pas s'il faut parler de décisions douloureuses. Il faut parler de décisions. En fait, responsable, peut-être qu'effectivement c'est ça le mot. En fait, l'engagement et la trajectoire, elle est définie. Et elle est fixée par c'est le plan climat et énergie territoriale qui la fixe. En matière énergétique, l'engagement, quel est-il? L'engagement, c'est de doubler la production d'énergie renouvelable sur le territoire de la métropole
d'ici 2030, et c'est de diminuer la consommation de 20% la consommation énergétique totale de la métropole d'ici 2030. Ça, c'est le cadre général, voté à la quasi-unanimité d'ailleurs en Conseil de métropole en 2019, si ma mémoire est bonne. Donc ça, c'est le cadre global et les efforts vont dans ce sens-là. Donc quand je parlais du suivi nécessaire, et nous avons besoin du monde scientifique justement pour nous accompagner pour prendre les décisions les plus adéquates pour justement remplir ces objectifs-là. Alors après, les projets à reconsidérer, moi je dirais simplement une chose. Je dirais qu'il y a un élément fort qui est le poids de la commande publique et le sens de la commande publique. Assortir la commande publique, c'est ce que vous disiez, une conditionnalité dans les marchés, c'est quelque chose qui est puissant. La métropole, c'est 2,4 milliards pour la métropole sur le mandat d'argent public dépensé. Avec les satellites, ça porte à 5 milliards, je pense à Tisséo, etc. Et donc, nous, on s'appuie très clairement sur la force de la commande publique et on développe une action pour rendre conditionnelle l'accessibilité au marché public. Patrick, je voyais acquiescer sur ce qui a été dit, sur cet, on va dire, accompagnement de décisions qui sont parfois pas douloureuses, mais compliquées ou impopulaires, c'est comme vous voulez, mais qui ont du mal à passer dans l'opinion et qui vont au-delà peut-être aussi des directives qui ont été posées lors d'une campagne électorale, en fait. Oui, je le rapproche de donc, cette question de l'acceptation, ça a été évoqué, ou c'était en filigrane sur plusieurs interventions précédentes. Alors comment la science peut aider ? Alors il y a la science, il y a aussi la technologie, l'observation, l'objectivation des choses. Voilà, alors c'est un exemple sur Toulouse Métropole, mais sur des choix qui peuvent être faits sur l'adaptation de la ville et l'amélioration de la résilience au phénomène d'îlots de chaleur urbain en particulier. Ben voilà, l'objectivation, il y a des travaux avec Toulouse Métropole pour l'installation d'un réseau de mesures, voilà, qui permettent de mettre d'objectiver la réalité qui conduit à ces prises de décision. Et je le rapproche aussi de ce qui a été évoqué alors sur un autre sujet, c'était en lien avec la convention citoyenne que vous avez mis en place au niveau régional. Voilà, cette formation et cette appropriation des enjeux par les... alors là, c'était pour les membres de la convention. Je pense que plus largement sur le public visé, touché, impacté par ces décisions. Voilà, cet aspect formation, sensibilisation et aussi, je crois, un élément important pour mieux comprendre les décisions qui sont prises. Alors, je refais une précision pour ceux qui nous regardent à distance, qui sont en live sur le site lemondenouvveau.fr, sur Facebook de la Dépêche du Midi. Vous pouvez poser des questions, on va y répondre dans un instant. On va les avoir ici en direct sur le plateau, mais avant cela, on va continuer de dérouler la parole. François Chollet, vous vouliez intervenir sur cette question que vient de soulever Patrick Josse. Sur la question du rapport avec le monde scientifique, la question des mesures. Je crois que vous l'avez dit, monsieur, c'est très important. Il faut entendre le désir du citoyen d'avoir accès à des mesures. Il faut aussi que les responsables politiques puissent avoir accès à des mesures, mais les mesures brutes ne suffisent pas. Ça n'est pas parce qu'on mesure un îlot de chaleur à tel jour, à telle heure, qu'on a une vision d'ensemble. C'est la même chose, par exemple, pour la qualité de l'air. La qualité de l'air, le citoyen aspire à savoir quelle est la qualité de l'air qu'il respire chez lui. Notre approche est globale pour l'instant, et je pense qu'il faut entendre cette appétence et le fait qu'il soit concerné par ça. Mais ce ne sont pas des mesures répétées qui donnent la solution. Ces mesures, elles sont à travailler, elles sont à mouliner, elles sont à rentrer dans des modèles, elles sont à rendre accessibles à la population, aux élus, et aussi aux citoyens. Et l'appel qui est lancé au monde scientifique, c'est celui-là. C'est certes des mesures, peut-être un peu moins de modèles et des mesures, mais surtout un travail sur les mesures avec une vision d'ensemble qui permettent de rendre la mesure, le résultat accessible aux citoyens. Si j'ai
120 mesures de qualité de l'air de ma rue à 8 h le matin, le dimanche, le lundi, etc., je ne vais pas savoir interpréter là-dessus. C'est pareil pour le bruit, c'est pareil pour les nuisances sonores. Je pense qu'il y a un travail, et on est à l'aube de la maturation des outils d'accompagnement pour les collectivités publiques dans ce sens-là, et merci de continuer de travailler dans ce sens-là, parce que c'est un moyen et je termine par ça, de rapprocher le citoyen et de faire adhérer le citoyen. Je disais, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, cette question de l'adhésion globale, elle doit se faire au plus près. Nous avons résolu de faire des conventions d'écologie par quartier, en essayant de motiver chacun des citoyens. Faut-il que, et de créer au sein de chacun des quartiers des projets à connotation écologique, faut-il que les données dont nous disposons soient des données qui soient accessible et intelligible. Alors, on va faire circuler la question, le débat, y compris dans la salle, si vous souhaitez. Il y a un micro qui va circuler, vous allez pouvoir aussi poser vos questions. Et il y a des questions qui nous arrivent via les réseaux sociaux, sur les différents supports, pour suivre cette première table ronde. Ça s'adresse à vous, Florence, pour le groupe Pierre Fabre. Comment sensibiliser, quelle approche avez-vous chez Pierre Fabre pour sensibiliser les salariés? Est-ce que c'est les événements? Comment on procède? Bonne question, merci de l'avoir posée. Alors, c'est un sujet clé au sein de l'entreprise, puisque, déjà en soi, je pense qu'à la création de l'entité Green Mission, ça parle forcément, c'est très concret, ça embarque tous les métiers. Donc, pour sensibiliser, on a mis en place ce qu'on appelle les Green Mission Days pour les collaborateurs. Donc le groupe donne en fait aux collaborateurs un jour dédié pour s'engager dans des actions sociales ou environnementales. Donc ça, on le fait en partenariat aussi avec des associations partenaires alignées avec notre raison d'être. Donc que ce soit au niveau de la protection de la biodiversité, des forêts avec Envol Vert, que ce soit au niveau de la Fédération française de la peau, qui regroupe des associations de patients sur un ensemble très large de pathologies de la peau, ou avec Cancer@Work pour allier maladie et travail. Donc ça connaît un franc succès. On en fait aussi de ces Green Mission Days des team building équipes. Et ça, c'est déployé en France, à l'international, dans chacune de nos filiales. Autre événement qu'on a fait cette année à l'occasion des 20 ans du Conservatoire botanique à Soile, c'est qu'on a constitué ce qu'on appelle les Green Mission Connection. Donc on a ouvert le Conservatoire botanique pendant 3 jours à l'ensemble de nos collaborateurs à proximité, et avec des ateliers, différents ateliers thématiques sur nos différents métiers. Donc, je vous cite comme ça, mais c'est l'agroécologie, c'est comment on fabrique un extrait éco-responsable, le Green Impact Index, un sujet d'actualité chez nous, c'est une cotation qu'on a lancée récemment de socio-éco-conception de nos produits. Et là, c'est quelque part... Ce projet-là, cette cotation regroupe 20 critères et c'est une méthode en fait évaluée et cautionnée par AFNOR Certification. Et ça touche au travers de nos produits l'ensemble des sujets d'actualité, quoi. Le packaging, comment éco-concevoir le packaging, la formule, comment en fait fabriquer, optimiser la fabrication, l'origine géographique des matières, tout ça pour 2/3 de la note environnementale, et pour 1/3 de la note sociétale, c'est toutes les certifications bio, Cosmos, Fair for Life, donc commerce équitable, l'origine France garantie, Made in France, et les engagements sociaux et environnementaux portés à la fois par les produits, les gammes ou les marques. Donc, quelque part, ce projet-là, il nous tient, vous le comprenez, je pense au travers de mes propos, particulièrement à cœur, parce que c'est quelque chose qui est concret, qui est palpable, c'est au travers des produits que l'on fabrique et qui embarque tous les métiers du groupe et qui touche le consommateur pour plus de transparence. Quand un consommateur achète un produit, il veut savoir si ce produit, comment il est fait et ce qu'il y a derrière, quels sont les engagements, l'impact en fait environnemental et l'impact sociétal. Et ça, c'est tout nouveau et ça va vraiment nous permettre c'est une amélioration continue pour le groupe, au sein du groupe. Et ça va changer notre façon de travailler, nos métiers. Ça va vraiment impacter tout le monde avec un œil nouveau. Et on se dit, c'est du concret, c'est du palpable. On agit dans notre quotidien. Donc tout le monde est embarqué.
Et c'est pour un mieux vivre, un mieux-être au quotidien et pour la planète. Précision, c'est un enjeu aussi économique. Je parle en étant d'économie, c'est-à-dire est-ce que une entreprise aujourd'hui qui ne va pas dans ce sens-là se condamne quelque part ? C'est évident, le consommateur va boycotter à un moment donné les entreprises qui ne sont pas crédibles, pas authentiques. Évidemment, on sait qu'il y a beaucoup sur ces sujets-là de greenwashing, hein, mais aujourd'hui, je pense que le consommateur a les moyens d'aller investiguer en profondeur. En gros, vous pouvez être sanctionné par le consommateur. Il sait faire la part des choses, malgré toutes les nombreuses communications diverses et variées qu'on peut avoir, mais je pense que la surface est très vite découverte, quoi. Le consommateur peut aller en profondeur et savoir vraiment si c'est engagé, si c'est crédible. Bien évidemment, on est tous perfectibles, hein, on apprend en marchant, on sait que ce Green Impact Index, c'est une version 1, il y aura une version 2, il y aura une version 3, on va tenir compte des parties prenantes, de tout le monde. Et on agit aussi au niveau sectoriel pour faire reconnaître cette méthode, enfin pour essayer de trouver un consensus, puisque c'est un peu, on connaît les Nutri-Score, on connaît, voilà. Et ce Green Impact Index, pour nous, est important parce qu'il est basé sur des référentiels officiels. Et on espère que pour le secteur, ça permettra au secteur, petite ou grande entreprise, hein, de pouvoir coopter une méthode fiable, tangible, concrète, et évaluée pour la nôtre, mais on verra comment ça évolue par AFNOR Certification. Alors, on continue, on a encore un gros quart d'heure à passer ensemble sur cette table ronde. On a une question dans la salle et après on retournera sur les réseaux sociaux où d'autres questions arrivent et vous sont destinées. Bonjour. Alors, bonjour. Voilà, votre micro marche. Bonjour, allez-y. Je suis directrice éditoriale de Sciences et Avenir et de la Recherche du groupe Challenge. Merci à tous pour votre expression claire. Je rebondirai sur ce que disait François Chollet tout à l'heure. Vous avez parlé des données. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous avez identifié clairement qui dispose de ces données ? D'abord, où se trouvent-elles ? Sont-elles véritablement accessibles ? Par exemple, sur la question des températures dans la ville ou de la pollution de l'air. Qui peut en disposer ? Quel dialogue établissez-vous avec d'éventuelles start-up qui voudraient s'en emparer ? On sait par exemple qu'en France, s'est développée une start-up formidable pour les inondations dans les endroits stratégiques. Et je pense qu'il y a des endroits stratégiques sur votre territoire. Merci. Merci Dominique. François Chollet. Donc les données, si on parle très spécifiquement des îlots de chaleur, donc nous avons un peu plus d'une soixantaine de capteurs sur le territoire de Toulouse en particulier, et ces données sont des données qui sont intégrées et qui sont disponibles en ligne, donc c'est un secteur qui est ouvert. Et nous sommes effectivement, avec ces données-là, en rapport avec, à travers plusieurs start-up, effectivement, sur le développement de processus d'atténuation des îlots de chaleur. J'ai un exemple qui est testé actuellement près du B612 là, à Montaudran, où c'est un pavement qui est un sol poreux, qui est développé par une entreprise et qui permet de rafraîchir avec une récupération des eaux de pluie de 5 degrés, par exemple, en été. Donc c'est typiquement ce type d'expérimentation qui est là. Et c'est capital. Hein, c'est le monde économique derrière la transition énergétique, et je crois que c'est vraiment un axe qui se développe très fort. D'ailleurs, la capacité d'innovation de la région, mais de cette métropole, est dans ce sens considérable, et les start-up existent et fleurissent dans beaucoup de domaines. Ce que je voulais dire plutôt, moi, c'est que c'est la question de... Même si ces données sont libres, sont accessibles, toutes ne le sont pas d'ailleurs sur l'ensemble de ceux qui recueillent des données. C'est compliqué, et ça peut être compliqué, de prendre ces données et de les traiter. Et je crois qu'il faut faire un tout petit peu attention à ça. La façon dont on traite les données peut être sujette à discussion, à caution. Je pense que c'est valable pour les données qui
touche à la qualité de l'air. C'est pour ça que Admo est très précautionneux avec les données qu'il présente. Je pense que les données, c'est bien. Je pense que les données, ça donne à l'innovation la capacité de se développer. Je dis simplement que derrière les données, il y a un traitement qui est indispensable et qui doit permettre de se rapprocher des décideurs politiques et des citoyens. Agnès Langevin, sur ça, sur le traitement des données scientifiques a posteriori, oui, ou accessibles. Oui, il y a effectivement deux volets. Il y a l'ouverture des données, c'est aussi un exercice de transparence. Et puis ensuite, il y a comment, et notamment des startups, mais pas que, qui utilisent ces données pour développer des applications, par exemple, et qui sont liées aux usages. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. C'est-à-dire que pour nos concitoyennes ou les entreprises dans la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'il faut que faut tirer le fil de l'usage et ensuite mobiliser les données qui sont quand même assez accessibles pour donner de l'information très pratique donc, aux utilisateurs. Donc les données, on finance, ça a été dit, il y a beaucoup de start-up, beaucoup aussi de travaux sur l'intelligence artificielle aussi, sur la ressource en eau, j'ai un exemple en tête. Donc on est une région effectivement où beaucoup de start-up, mais liées à l'usage, et comme ça rend les données intelligibles et pratiques. Alors, vous gardez la parole, Agnès Langevin, parce qu'il y a une autre question qui nous arrive via les réseaux sociaux. Plusieurs questions, en fait, qui se regroupent sur cette même thématique. Comment peut-on dépasser les clivages idéologiques, mettre tous les acteurs dans la boucle, entreprises avec associations et citoyens? Est-ce que vous avez déjà des exemples? Alors, vous avez parlé tout à l'heure de, effectivement, ce qui avait été fait pendant la période de confinement pour la région. Mais compte tenu des événements qui nous arrivent aujourd'hui, des répétitions, ce que disait tout à l'heure Patrick Josse, le fait qu'on voit ce qui nous arrive, est-ce que ça facilite finalement la prise de décision? Oui, après, la société n'attend pas que l'élu donne le là du vivre ensemble et de comment on s'entend au sein d'une entreprise. Vous avez donné l'exemple. Il y a à la fois le projet stratégique et la responsabilité de l'entreprise. Il y a des salariés qui trouvent à la fois une qualité au travail, un bien-être et du sens aussi à leur métier. Ça va sûrement infuser sur leur comportement, leur choix individuel dans la vie de tous les jours. Donc ces espaces qui font société, heureusement qu'ils existent et ne sont pas toujours et heureusement organisés par le politique. Nous, ce qu'on essaie de construire dans la région Occitanie, c'est ces espaces évidemment de conciliation. On est très bien sûr vigilant sur je pense que on a parlé de la donnée, mais je pense qu'il faut aussi avoir d'autres indicateurs et d'autres outils d'évaluation des politiques publiques. Parce que si on est toujours arrimé, et c'est le débat aussi sur la croissance ou la décroissance, ou la sobriété, la frugalité, je veux dire, il faut qu'on arrive donc à se décrocher du PIB pour inventer, ça c'est un travail important dans la région Occitanie, de développer d'autres indices autour de la santé, autour de l'environnement, autour de la protection de la biodiversité, pour justement donner du sens et co-construire et faire en sorte que chacun effectivement trouve à la fois sa place, son engagement et ses succès. Alors, je vais voir s'il y a d'autres questions dans la salle éventuellement sur cette partie, monsieur qui fait signe là-haut. Et puis, on conclura ensuite avec une autre question qui nous arrive, qui seront plutôt pour vous, les scientifiques, en tous les cas, sur l'observation, une question sur les objectifs. Voilà. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une question pour tout le monde. Alors, elle va peut-être être du coup un peu longue. Je crois que l'Assemblée est remplie de gens qui agissent. Mais j'ai l'impression on n'est malheureusement pas à la hauteur des enjeux. Quand Madame de Pierre Fabre, qui m'a l'air d'être une entreprise effectivement à la pointe du
de la lutte contre le réchauffement climatique, pour la conservation de la biodiversité, etc., qui est accompagné par Carbone 4, qui est quand même un gage de sérieux et de professionnalisme, s'engage sur une trajectoire à 2 degrés. Je me dis, bon, vu que ça doit représenter X % des entreprises et un X assez faible, je ne vois pas comment collectivement on arrivera à ces 2 degrés, par exemple. Vous trouvez qu'il y a une forme de lenteur? Ben, en fait, je trouve que tout ce que vous faites à vos niveaux scientifiques, entreprises, collectivités, va dans le bon sens, mais que c'est... Encore pas assez. Ah ben, c'est très clairement insuffisant. Et je pense qu'il faut que... Alors, Madame Langevin vient d'aborder une question peut-être de changement de paradigme. Parce qu'on peut parler de régions neutres en énergie, ok, mais demain que les transports soient tous par hydrogène, faits par électrolyse avec des panneaux solaires, ça veut quand même dire qu'il va falloir trouver beaucoup plus d'extraction de lithium, de ce que vous voulez pour les véhicules électriques, par exemple. Et ça, ça veut dire des paysages, des écosystèmes qui seront détruits en France, en Europe, ailleurs dans le monde. Et je crois avoir lu un ordre pour vous donner un ordre d'idée, c'est que si tous les véhicules doivent être électriques en France, donc, on va multiplier par 60 le besoin en lithium. Votre question, voilà, c'est plutôt une injonction, en tous les cas, un désir d'accélération ou on va dire de changement de paradigme. De changement de paradigme. Qu'est-ce qu'on peut répondre? On va essayer de répondre parce que le temps... allez-y, Catherine. Allez-y sur cette impatience. Je ne parle pas... Là, ce n'est pas la scientifique, mais je fais énormément de conférences, enfin si, scientifiques en fait, auprès des gens, et je fais beaucoup d'agora, de rencontres, etc. Et avec Christophe et Serge Planton, collègues de Météo France, on a monté un train, on a fait le tour de France, on a rencontré beaucoup de monde. On a entendu, nous, les chercheurs, beaucoup de gens nous dire « qu'est-ce que je peux faire ?» Et surtout, on a beaucoup entendu, et j'entends énormément, « moi, je me sacrifie. » Pierre Fabre se sacrifie, en gros, parce qu'il fait des efforts, et mon voisin ne le fait pas. Et en fait, Agnès Langevin a abordé la question de la sobriété. Cette sobriété, elle n'est pas du tout un sacrifice. La réorientation de Pierre Fabre, ce n'est pas un sacrifice. Et je pense que ce qui est très important aujourd'hui, c'est cette société qui doit, à un moment donné, passer dans effectivement un autre fonctionnement. Et pour que ça marche, il faut une adhésion à tout le monde, à la collectivité, à l'échelle de la maison, du quartier, de la mairie, et puis plus loin, évidemment, de l'État. On va trouver la région, l'État, tous les échelons doivent s'y mettre, toutes les entreprises doivent s'y mettre. Mais si on arrive à comprendre que quand on fait cet investissement de changement, c'est pour un gain énorme. Et, alors je vais prendre un exemple très simple, je le dis à chaque fois quand je suis dans une conférence, laisser sa voiture pour prendre le vélo pour faire quelques kilomètres, baisser le chauffage et isoler, si on peut investir pour isoler, manger moins de viande. Tout ça, au bout de la fin du mois, il y a plus d'argent dans le porte-monnaie. Donc, ça n'est pas un sacrifice. On dépense moins. Ça n'est pas. Par contre, c'est un changement de fonctionnement. C'est un changement de ces sociétés occidentales qui se sont construites essentiellement sur la technoscience et sur la consommation. C'est un changement. Mais ce n'est pas si difficile que ça. Parce qu'au bout du compte, on y gagne. Et c'est ce qu'a très bien dit notre collègue de Pierre Fabre. Elle a bien dit, les entreprises qui ne font pas ça aujourd'hui, elles vont couler. Et donc, il y a tout un message à passer, que cette sobriété nécessaire, cette transformation nécessaire, elle n'est pas négative. Et là, on a beaucoup besoin des chercheurs aussi, mais pas des chercheurs en océanographie. François Chollet, sur cette question, vous ne faites pas assez vite, ou on ne fait pas assez vite, à quoi? Cette impatience, en tous les cas, légitime. Non, je crois que on entend ceci. Simplement, je crois que la question de l'acceptabilité des mesures est une question qui est toujours en balance. Et on peut, ça a été évoqué, on peut prendre des décisions qui sont des décisions plus drastiques et qui vont développer un sentiment punitif qui auront de la difficulté à passer. Donc je crois qu'il y a vraiment une balance à trouver entre
la capacité de convaincre les citoyens, la capacité d'accepter des mesures. Je suis assez sensible à ce que disait Mme Jandel sur cette notion de sobriété. Sobriété, ce n'est pas renoncement. Sobriété, ce n'est pas la fermeture des fenêtres. La sobriété, ce n'est pas l'occlusion de tout. Sobriété, ce n'est pas décroissance. Sobriété, c'est un nouveau mode de vie, et je pense que c'est ça le message. C'est probablement un message qui est un message important. Et s'il est décliné à l'échelon individuel, la démultiplication fait que c'est des choses qui porteront. Donc c'est plutôt là-dessus. J'attire votre attention, monsieur, sur ce fait qu'une mesure publique doit être comprise et acceptée. Et elle ne l'est jamais complètement, évidemment. Mais vous avez évoqué la question de la zone 30. Les zones 30, il faut qu'on trouve le moyen parce que la conviction des élus, la conviction d'ailleurs de la majorité de la population y est, pour convaincre les gens que cette mesure est une mesure qui est une mesure bénéfique. On ne peut pas s'extraire du contexte social. Allez, parce qu'il reste 4 minutes avant la clôture de cette première table ronde, une question, alors je vais me tourner vers vous, Patrick Josse, et un peu en forme de conclusion, et Catherine Jandel, une question qui nous arrive. Est-ce que les objectifs neutralité carbone sont atteignables ? Je vois Catherine qui sourit. Patrick Josse, on va commencer avec vous. C'est une question qui nous arrive via les réseaux, hein, donc on veut savoir si en gros on peut encore agir. Et vite. Alors je transforme ma question, mais la question du carbone. Je pense que la question posée comme ça, la réponse est très claire. On peut et on doit encore agir. J'ai dit tout à l'heure que l'évolution peut-être sur les 20 prochaines années jusqu'au milieu de siècle, elle est presque écrite parce qu'elle résulte des missions passées, mais il est très clair que sur la suite de ce qui va se passer et d'ici la fin du siècle, on peut arriver à des choses extrêmement différentes en fonction des décisions qu'on prend. Vous avez parlé des 5-6 ans, mais c'est demain matin. Alors, ensuite, sur le caractère réaliste ou la capacité à tenir des objectifs d'émission. Là, on est un petit peu en amont de notre domaine de compétences. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement interdisciplinaire, transdisciplinaire, mais on est sur des choses qui touchent à un domaine très très large, à des questions économiques, et puis aussi à l'acceptabilité des choix qui pourraient être faits. C'est exactement ce qui vient d'être très bien dit. Catherine Jandel, on va conclure un peu en forme avec vous, avec une note peut-être un peu d'optimisme, de quelque chose qui donne envie d'agir, tout simplement. Oui, bien sûr. Surtout qu'on a des exemples quand même de résilience. La planète a sa résilience et une chose très importante qu'on entend aussi souvent dans les discours, c'est la planète est en danger, la planète, elle se passera de nous. Hein. C'est l'humanité qui se met en danger aujourd'hui. Donc l'humanité, si elle réalise vraiment la fragilité de l'atmosphère, la fragilité du monde dans lequel elle vit et qu'elle arrive à faire la bascule, physiquement, on peut encore atteindre les 2 degrés. Physiquement, vous trouverez, dans le rapport du GIEC, et même si on est très provocateur, on peut atteindre les 1,5 degrés. C'est physique, c'est purement physique. Mais il y a une société, il y a des pays, il y a des politiques, il y a un monde. Et donc, c'est ce monde qui doit Et là, donc, c'est les sociétés, ça devient plus compliqué, évidemment. On est dans un système complexe. Mais alors, justement, sur le système complexe, je vais quand même faire une petite parenthèse. En mathématiques, c'est un domaine scientifique qui est très développé à Toulouse, mais qui a du mal à être compris. Donc là aussi, on a besoin de ces collègues-là, on n'a pas besoin que des sciences humaines, on a besoin aussi, mais ils travaillent souvent ensemble, des gens qui travaillent sur la complexité et qui nous aident aussi dans les décisions à prendre les bonnes décisions. Donc en fait, je vais revenir à mon propos liminaire. Nous avons sur l'Université de Toulouse un monde de scientifiques et de compétences qui est absolument riche, et que l'on peut tout à fait mobiliser, pas seulement pour traiter les données et les objectiver, mais aussi pour anticiper les choses, en aidant aux choix politiques, à travers toutes ces questions de complexité qui mettent en jeu les forçages physiques, les ressources énergétiques, l'agriculture, la société, la santé. C'est compliqué, mais on doit y arriver.
Eh bien, écoutez, merci à tous les 5, Agnès Langevin, Catherine Jandel, François Chollet, Florence Guillaume, Patrick Josse, pour cette première table ronde riche et qu'on pourra retrouver d'ailleurs, je le signale pour ceux qui sont à distance, le replay dès la semaine prochaine. On va s'arrêter, nous, un court instant et dans 5 minutes exactement, on va justement parler, puisqu'on évoquait l'histoire de la co-construction, comment embarquer tout le monde. Eh bien, il va y avoir un exemple très concret, c'est la séquence inspirante à suivre. Les habitants comme chefs d'orchestre, finalement, des décisions qui vont être prises pour le climat, c'est le projet Lithopart. On est de la région Occitanie. On va retrouver à distance les deux conceptrices. Et dans 5 minutes, on se retrouve ici depuis l'amphithéâtre de l'université Paul Sabatier. À tout de suite. Merci.